mauvais sort quand on sait qu'on a tort. C'est un vrai cancer qui gruge par en dedans. L'année 1963 n'est pas près d'être oubliée dans l'imaginaire collectif des gens habitant le nord-est de l'Ontario. Lors de cet hiver fastidique, les employés de la forêt de la compagnie de la Spruce Falls à Kapuskasing décidèrent de déclencher une grève en vue d'obtenir de meilleures conditions de travail. En même temps, les bûcherons indépendants de la région ont continué à fournir du bois à la compagnie forestière, ce que les grévistes n'ont vraiment pas apprécié, car ils perçurent ces décisions comme un affront rendant pour ainsi leur grève inefficace. Pour contrer ce problème, les grévistes ont tenté de créer une alliance avec les bûcherons. Toutefois, étant donné les revenus très modestes de ces derniers, ils n'arrivèrent pas à les convaincre de cesser temporairement le travail. Face à cette impasse, les grévistes se sont mis à jeter par terre le bois empilé par les bûcherons. Le conflit culminera lors de la nuit du 10 février 1963, lorsqu'un groupe de plus de 400 hommes sont arrivés à Research Siding avec la ferme intention de régler une fois pour toutes la situation problématique. Les bûcherons s'attendaient à ce que les grévistes viennent. Ils se sont armés et ont attendu près de leur butin. Dans la confusion, la peur et la noirceur, le petit groupe de bûcherons a commencé à tirer vers les grévistes. Le conflit se conclura avec la mort de 3 personnes ainsi que 5 autres blessés. Les événements qui se sont produits lors de l'hiver de 1963 peuvent nous sembler presque banals aujourd'hui, étant donné que nous sommes habitués à entendre parler d'actes atroces qui se produisent au quotidien. Cependant, ce conflit de travail est encore d'actualité et il continue toujours à marquer et à influencer les gens de la région. En effet, la majorité de la population de l'époque travaillait directement ou indirectement pour l'usine de Kapuskasing. Pour mettre en perspective ce que cela signifie, la population de Kapuskasing à l'époque était d'environ 7000 habitants. De ces 7000 habitants, plus de 400 personnes étaient présentes lors de la soirée meurtrière. La totalité de la population de la région fut affectée par ce conflit. Tout le monde avait soit un ami, un voisin ou un membre de sa famille associé à la tragédie. Finalement, le conflit n'a jamais été résolu concrètement. Encore aujourd'hui, des tensions subsistent entre les familles des clans opposés. Légalement, le conflit mène dans un procès majeur qui se conclut par quelques petites peines d'emprisonnement du côté des grévistes, alors que du côté des bûcherons, ceux qui ont tué 3 personnes, seules des peines mineures de port d'armes illégaux ont été maintenues. Personne n'a été condamné pour les meurtres, ce qui créait un profond malaise au sein de la communauté. De plus, ces événements laissent beaucoup de place à l'interprétation. En effet, il est aisément possible de défendre la position de chacun des deux côtés. Il ne faut pas non plus oublier que la situation est très sensible car plusieurs personnes sont émotivement liées au conflit. Cette combinaison entre la dualité des perceptions et l'attachement émotif menace une fragmentation communautaire. Le conflit devient encore plus complexe lorsque nous tenons à compte de l'existence d'une certaine hiérarchie sociale qui existait dans la région à cette époque. Les bûcherons indépendants étaient considérés comme des citoyens de seconde classe. Ils faisaient généralement moins d'argent que les syndiqués et étaient majoritairement des Québécois. Pour ce qui est des travailleurs de l'usine de la Spruce Falls, il faut aussi comprendre qu'il existait une distinction à l'intérieur même de celle-ci. Les Canadiens français avaient rarement le privilège de travailler à l'intérieur du moulin, généralement réservé aux travailleurs qualifiés anglophones. Le propriétaire américain sous-payait les bûcherons syndiqués qui travaillaient pour la Spruce Falls, ce qui mena à la grève. Ces grévistes n'avaient pas d'autre choix que de manifester pour obtenir un salaire convenable par rapport au salaire des Anglais de l'usine. Pour ce qui est des bûcherons indépendants, la même chose peut être dite. Ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer à couper du bois pour survivre, car ils étaient très pauvres. Il est difficile de pointer du doigt à un ou l'autre des groupes lorsque nous considérons que les deux avaient le dos au mur. Pour démontrer clairement ces tensions ainsi que l'évolution de la conscience sociale par rapport à la tragédie, nous avons fait des entrevues avec Marie Guillotte et Alain Guindon, 2 personnes qui ont vécu les événements et qui sont prêtes à nous décrire leurs expériences personnelles. Un contre l'autre, c'était pas facile à vivre. Mais la chose qui m'a frappé le plus, ma plus grosse impact, a été le dimanche matin, quand on a été à la messe du village, à la messe de 10h30, comme on disait si bien. Mm-hmm. Puis là, tout à coup, ces gens-là sont rentrés et étaient dans l'église. Là, tu voyais des gens qui avaient assisté à l'événement, les blessés qui sont revenus, puis qui étaient à la messe. Et là, on voyait il y en a qui boitaient, il y en a qui avaient des marques de balles brûlées du long du visage, passées au travers de l'oreille. Tout à coup, là, c'était... pour nous autres, c'était un choc, là. Là, se dire,
cet homme-là a passé si près d'eux, mais il est encore avec nous autres. Mais il emporte les séquelles. Tu sais, là, c'était presque comme aller à la guerre. Là. C'était des gens, c'était des guerriers qui étaient revenus à la messe du dimanche. C'est ça que c'était, là. Puis c'était pour nous, jeunes, je suis encore marqué de ça. Je me semble que je les vois encore, là. Puis dans ce temps-là, dans nos églises, on avait tous nos bancs bien assignés. Donc, on se connaissait tous. Hein? Alors, ce soir-là, moi, j'étais ministre de communion parce que c'est un de mes mandats à l'Église, je donne la communion. Alors, les ministres de communion s'en vont en avant, on était juste deux. Père Gilles, il avait toujours une voix très douce. Il manque un ministre de communion. Alors, il y a un monsieur qui se lève, disons que vous avez été là, que Simon a été là. Il se lève, puis il s'en va pour donner en avant. Je vois un monsieur que je connais très, très bien qui se lève, puis il s'en va. Puis il n'est pas parti heureux, il est parti. Puis j'en vois un autre dans l'autre allée qui s'en allait. Moi, j'étais en avant pour donner la communion. Mais la communion n'était pas commencée, mais j'étais en haut, puis je voyais ça. Puis il s'en allait, le monsieur. Puis l'autre monsieur, j'étais en avant, puis on a donné la communion. Puis bon, là, j'arrivais chez nous, puis ça, c'était comme 3 ans après qu'Yvon Guillotte était mort. Mon fils, qui était mort d'une arythmie, il n'a jamais été malade une journée, puis il est tombé mort. J'ai dit, en tout cas, tu fais une arythmie, ce gars-là, puis sa femme n'est pas ici avec lui à soir. Il est sorti de l'église. J'arrive chez nous, puis je voulais pas inquiéter Joe, que Joe trouve des fois que I go too far, là. Mais je me mêle de mes affaires, tu as vu, je me mêle jamais de vos affaires. Je m'en mêle juste quand ça peut faire de la peine à quelqu'un. Alors, je téléphone. On va dire que je téléphone chez Mona. Tiens. Mona, c'est Mariette, là. Ton mari est arrivé de la messe? Elle dit, oui. Mais j'ai vu qu'elle n'avait pas bonjour. Elle n'a pas dit, bonjour Mariette, comment ça va? J'ai dit, c'est qu'il est sorti de l'église, là, j'avais peur qu'il soit malade ou qu'il s'est pris dans son char à quelque part avec une arythmie. Elle dit, oh, elle dit 1 minute. Elle dit, viens parler. Il prend le phone, il dit, allô. J'ai dit, bonjour. J'ai dit, je m'excuse. Du coup, je me dis, ben, je me mêlais mes affaires, bien qu'ils s'en allaient courailler, moi, je ne les connais pas, les courailleux, je n'ai pas permission de courailler. Tu sais, je dis, quand tu les connais pas, tu les connais pas. J'ai dit, bon, j'espère que je n'ai pas fait de trouble. Elle avait été sec un peu, la femme. J'ai dit, c'est parce que tu as sorti à l'heure de la communion. Puis, moi, je donnais la communion tous les mois, là, 1 fois par mois. Et il dit, non, puis tu penses que je vais aller communier aux mains d'un tueur, tu te trompes. Oh, j'ai dit, je m'excuse. Je m'excuse, j'ai dit, j'espère que je t'ai pas insulté. Ben, il dit, il n'y a pas de danger. Puis il dit, si jamais que je suis malade, je vais être content que c'est toi qui me vas être malade parce que je sais que tu vas t'occuper de moi. Bonsoir. Puis accroché. J'avais honte, hein. Et ça, c'était un de 4 ans passés. Hey. Le gars, là, il était dans la gang de gars qui ont shooté, là. Les tensions sont encore présentes. Ben, ça finira jamais. C'est écrit ici, là, et ça continue, là. Mais la vie continue, là, mais il y a encore beaucoup de... Je me demandais aussi, là, ça m'intriguait bien gros. Comme aujourd'hui, là, en 2017, là. Oui. Moi, je sais, j'ai enseigné pendant 9 ans à l'école Assis des jeunes, puis on me disait, j'enseignais l'histoire, Oui. qu'il ne fallait pas toucher ça. Parce qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient sensibles. C'est un Oui. sujet tabou, puis un sujet sensible. Je me demandais, Oui. vous, dans votre vie de tous les jours, là, trouvez-vous qu'encore aujourd'hui, on sent les conséquences de ça? Oui. De quelle façon? Moi, personnellement, j'ai été bénéficiaire. Ma génération à moi était bénéficiaire Exactement, oui. de ces gens-là sans, je pourrais dire, sans prendre un côté, plus un côté que sur l'autre. L'action qui est arrivée a emporté des changements drastiques à l'intérieur de notre communauté puis dans notre région. Puis la chose qui m'a marqué le plus, c'est le fait que tout à coup, même si on ne veut pas l'admettre, il s'est développé un respect entre les deux solitudes. Tout à coup, là, on est arrivé ici, là. Parce que là, il y a eu un ajustement qui s'était pas fait à ce temps-là. Tout à coup, pour nous, les bénéficiaires, les chanceux, là, que j'appelle, là, notre génération, on a bénéficié des salaires. Tout à coup, en forêt, qui sont mis à augmenter. OK. Donc, il y a eu des effets positifs de la grève. Oh, très positif, oui, définitivement. Puis là, tout le monde a pu bénéficier de ça. OK. Mais, c'est comme je dis, il y a un prix qui a été payé. Ouais. Puis ce prix-là, il ne faut pas l'oublier. Parce que ces gens-là, oui, c'est un accident de parcours, mais il reste que, pour tous les jeunes d'aujourd'hui, plusieurs ne réalisent pas l'impact
que ça placé sur notre communauté pour développer une meilleure relation de travail et une meilleure relation aussi on se revient d'un mot anglais, l'acceptance, si je peux m'exprimer comme ça, entre les différents partis, parce qu'on n'était pas là. Puis toutes les négociations qui sont faites après cette période de temps-là, il y a eu un respect, puis il y a eu des ententes qui étaient raisonnables, puis on a su élever les gens de la forêt au même niveau presque que les gens du moulin. On ne travaillait pas sur un système à 2 vitesses. Est-ce que vous pensez que le temps a arrangé les choses d'une certaine manière? À peu près 4 ans après, là, je vivais dans un loyer en bas. On avait vendu notre maison à Val-d'Albas, puis on était trop loin de la ville, puis c'était pas commode pour moi. Puis je vivais dans la maison de ma soeur, qui est encore en vie d'ailleurs. Puis notre sourd a bloqué. Ça c'est que je dis, veux-tu, j'appelle le plombier, la sourd. Elle dit, bon, l'appeler. Elle m'a appelé chez Omer. Elle appelle chez Omer. Puis Omer, il dit, oui, tout de suite, madame Beck. Ça sera pas long, il va être là dans 15 minutes. Fait qu'il arrive, le gars. Puis moi, vu que j'étais en bas, là, ça sonnait à la porte, alors je suis allée voir, puis je le vois. Ça, c'est lui qu'on suspecte qui a shooté. On est presque... Lui, il en avait un fusil. Alors, il vient pour descendre, puis j'ai dit, un instant, là, vous. Monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous attendre? Alors, il a reculé, je suis allée en haut. J'ai dit à Rose, cet homme-là ne rentre pas dans ma maison. J'ai 2 bébés qui dorment, là, puis il ne rentre pas dans ma maison. J'ai dit, c'est un des tueurs de Valdrita, ça, là. Tu sais, ce gars-là, il vient encore à mon église, puis il n'est pas plus vraiment un tueur que moi, là. Mais c'était tellement encore frais, là. Mais là, c'était frais, là. Puis je pensais à mon frère Raymond, là, surtout, là, lui, il a vécu son ami, Fortier, là. Il a tombé, Drouin, il a tombé sur ses pieds, puis Raymond a essayé de faire de quoi. Bien, il n'est jamais revenu. Mon frère, à 39 ans, c'est un alcoolique, puis il s'est enlevé la vie. Puis c'est à cause de ça. Il n'a jamais pu... Lui, il était fragile, lui, il était ça pas aurait comme pu être lui aussi, ça aurait pu être il lui. souffrait du syndrome du survivant. C'est ça. Drouin est mort, puis lui est en vie. Oh, Maria, c'est bon, ça, là. Les expériences racontées par M. Guindon et Mme Guillotte témoignent de l'importance de la tragédie dans l'imaginaire des gens de la région. Sans surprise, la tragédie de Resort Siding inspirera la création de plusieurs œuvres s'inscrivant dans le domaine de l'histoire publique. Il est impossible de bien représenter les événements sans parler du roman populaire Défense légitime de Doric Germain écrit en 2003. Il est important de noter que le livre de Germain est une semi-fiction, les noms des gens ont été remplacés et quelques détails ont été inventés afin de rendre le tout plus accessible au grand public. Ce choix de l'auteur d'écrire une fiction est en partie dû au fait que son père faisait partie du groupe restreint de bûcherons directement impliqués dans la fusillade. En dépit de son caractère fictif, le roman reste malgré tout un point de repère important pour les jeunes de la région. Même si les éléments du livre demeurent fictifs pour rendre l'histoire plus intéressante, le livre reste malgré tout près de sa source et représente très bien la réalité des événements dans toute sa complexité. Pour ce qui est des chansons écrites suite aux événements, la plus populaire est sans doute celle de Stomping Tom Connors composée en 1969. Même si les mots de la chanson ne font que raconter les événements et n'ont rien de réellement choquant, la chanson a quand même suscité la controverse. Stomping Tom Connors avouera qu'il décida de ne pas jouer la chanson lors de certains concerts après avoir reçu des menaces de mort pour celle-ci. Voici un extrait de cette fameuse chanson. Just a little bit west of Kapuskasing, Reeser Crossing, that's the name. Farmers all from the bushland, pulpwood for the millbound train. 20 farmers met that night to guard their pulp from a Union strike. Unaware this night we'll see the Reeser Crossing tragedy. Le monument créé en mémoire des victimes fut érigé sur le site de la tragédie en 1966. Le monument fut créé par 3 différents artistes. Abe Patterson de Pembroke a sculpté le monument lui-même, tandis qu'Alfred Dubois de Northbury a construit la base. En 1987, l'effigie faite en bois se fera remplacer par un nouveau modèle plus robuste, fait en fer et en fibre de glace, conçu par l'artiste québécois Benoît Duchesne. Comme nous le dit Mariotte, le monument a suscité la controverse suivant son inauguration.
OK. Quand on a pris la décision de faire le monument là, en 65, est-ce que c'était l'unanimité partout? Est-ce que tout le monde était d'accord avec ça? Non, parce que là, ça aurait été encore d'ouvrir des plaies. Quand un bobo, si tu grattes la gale, ça fait mal. Tu ouvrais des plaies. Tu recommençais. Il y avait des familles qui avaient commencé à s'envoyer à la main en auto. N'oublie pas, là, comme de dire, là, je vais prendre votre nom ou mon nom. Je ne peux pas prendre les noms de ces familles-là. C'est mes amis, moi, ce monde-là, là. Puis je vais leur parler toujours, puis je ne veux pas qu'ils pensent que je les regarde. C'est pas mon genre. Alors, disons que les martels puis les guillottes, on avait commencé à s'envoyer à mec quand on s'en rencontrait, mais je taillissais encore parce que t'étais un tueur. Non, t'étais pas un tueur, t'étais même pas là, t'étais pas au monde. Mais ça fait rien. On a la blessure. Le gars qui va refuser de recevoir la communion des mains de quelqu'un qui était dans ce groupe-là, quand on va donner la communion, on n'est pas plus digne que le gars qui reçoit la communion. Mais pour nous autres, là, notre patrimoine ou notre religion, selon le cas, c'est pas obligé d'être une religion pour d'autres mondes, mais moi, ça l'est. Je vais donner la communion, je ne suis pas supérieure au gars qui la reçoit. Mais si je refuse de recevoir la communion avec toi, parce que tu es marié avec un martel qui était dans ce gang-là, bien là, je juge mal, puis c'est pas de ta faute. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que les gens à Cap, puis même à Valrita, puis à Opastatica, là, toutes la région avoisinante, on était mal à l'aise au début avec ce monument-là. Là. On était mal à l'aise parce que c'était ouvrir la plaie, c'était nous rappeler tout le temps que ces deux petits-enfants-là auront jamais un père, parce que les cultivateurs bûcherons ont tué leur père. Ils étaient vivants, eux autres, quand c'est arrivé, là. Puis vous avez parlé des enfants. Vous pensez que les deux enfants qui ont été inclus dans le monument, c'était pour... C'était pour représenter les deux enfants de Drouin. Qui était une des personnes pas Drouin, de Fortier. Sais-tu comment beaucoup... Tu regardais dans le bottin téléphonique comment que Fortier a pu ce signe, là. C'est ce gang-là, là. Tu sais, je veux dire, ça l'a fait des blessures qui ne guériront jamais. De génération en génération, on va se rappeler de ça. Pour en savoir davantage sur l'aspect visuel du monument, ainsi que sur sa signification, nous avons fait une entrevue avec M. Roland Parent, un instructeur d'art à la retraite qui enseignait auparavant à l'école secondaire de la Cité des Jeunes à Kapuskasing. M. Parent a participé à la mise en œuvre des nouveaux emblèmes représentatifs de Hardy, une petite communauté près de Resort Siding. Étant passionné et connaisseur de la région de son nord, M. Parent est le candidat idéal pour nous parler de ce monument historique. Voilà. C'est bien parfait. Je regarde ça et ça me fait d'un sens penser au monument en Égypte. Eux autres sont quatre côtés. Celui-ci est très triangulaire. La base, c'est un triangle renversé comparé à cela. La base est telle longueur, mais le haut est à moitié de la base. Et tout s'en va vers la pointe, excepté au lieu de la pointe, tu as les trois sculptures en haut. Et des gens vont dire que ça représente les fermiers. Non, ça peut représenter aussi les couleurs de bois de l'Union, qui étaient impliquées dans ce monument-là. On voit c'est blanc, la nature, regardez autour, on voit la neige en masse, c'est pour ça que c'est blanc, c'est dans le nord. Les lignes noires, eux, représentent ce qui s'est passé ici. Les trois grandes lignes noires représentent les trois gens qui ont perdu leur vie. Et les 8 lignes noires en bas représentent les gens qui ont été blessés. C'est un monument qui s'élance. C'est pas pointu parce qu'il y a de la vie en haut, là. C'est de la vie de qu'est-ce qui s'est développé dans le Nord, qu'est-ce qui a été fait dans le Nord, comment le Nord s'est développé. Et ça a été coupé pour montrer que oui, ça a été difficile de travailler dans le Nord. Avoir un fond vert comme ça en arrière fait vraiment ressortir le monument. Je trouve que c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du symbolisme entourant le monument? Est-ce que vous pensez que c'est un message de quoi? Est-ce que vous pensez que tous les côtés sont représentés? Moi, je pense que oui, c'est très bien représenté dans ce sens. Quand ça a été colonisé ici, c'était la forêt. La hache représente très bien ce que les gens ont été obligés de faire pour déboiser la région, tout ça. Et puis, quand on regarde dans l'air, on voit le vide en arrière. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici à Resort?
Ça, c'est la même chose que qu'est-ce qu'on voit là. Il y a comme un vide. Les gens ne veulent pas trop en parler parce que ça a été dur sur tous les gens autour, aussi bien l'Union que la forêt. Mais il faut réaliser aussi, quand tu es à côté sur le mur, tu vas te défendre. Les gens se sont défendus. C'est la survie de la famille et ça représente très bien la famille en haut là. L'Union se débattait avec le moulin lui-même pour la survie et les fermiers se débattaient aussi pour leur survie. Contre l'Union, contre le moulin. Alors ça représente très bien, d'après moi, là, ce qui est présenté là. Comme pour la chanson de Stomping Tom Connors, les gens n'étaient pas tous en accord avec la décision de se rappeler de la tragédie en érigeant un monument à sa mémoire. Pourquoi existait-il des tensions si fortes entourant un monument qui ne fait que commémorer les morts? La question est très complexe et il existe quelques réponses plausibles. Premièrement, les événements étaient encore frais dans la mémoire des gens, ce qui ne faisait que faire remonter en surface les malaises qui étaient encore très présents dans la communauté. Aujourd'hui, la situation est différente. Le temps a fait en sorte que les points de vue des deux côtés sont mieux compris. La majorité des gens de la région s'accordent désormais pour dire qu'il n'y a pas nécessairement de responsable pour la tragédie et que les deux côtés étaient des victimes de leur sort. Cependant, ce point de vue n'a pas toujours été populaire. Il faut comprendre qu'il est difficile de rester objectif lorsque des vies ont été perdues. Dans les années suivant la tragédie, les bûcherons indépendants qui étaient présents lors de la nuit du 10 février 1963 étaient souvent perçus très négativement par beaucoup de personnes de la communauté de Kapuskasing. Ils représentaient une petite minorité comparativement aux gens associés à la Spruce Falls. De plus, on les percevait comme des meurtriers qui avaient réussi à passer à travers les maillons de la justice. Cependant, du point de vue des bûcherons indépendants, la situation n'était pas aussi simple. On leur avait proposé de se joindre au syndicat, mais ils prirent le choix de ne pas le faire car les règlements ainsi que l'horaire ne leur convenaient pas. Ils étaient absolument en droit de refuser. Lorsqu'ils ont fait des plaintes aux autorités suivant la description de leur pile de bois par les syndiqués, rien ne s'est produit. Deux options s'offraient donc à eux, soit laisser les syndiqués détruire leur gang-pain ou prendre la situation en main, ce qu'ils ont fait. Comme le dit Marc Dallaire, lors de la soirée tragique, les syndiqués avançaient vers eux en criant « À mort les colons » à multiples reprises. Les bûcherons indépendants craignaient réellement pour leur vie. À la lumière de ces faits, les réticences et la controverse suscitées par le monument lors de son inauguration sont tout à fait compréhensibles. Les deux côtés voulaient oublier ce qui s'était produit. Sur le sang